Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Box to Box. Au sommaire pour cette première, on verra dans la grosse affiche le match entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen, avant de faire le tour du monde où on va se pencher sur 3 matchs de ce week-end pour ensuite finir sur le focus où on s'attardera sur le phénomène Cole Palmer. Mais avant toute chose, nous allons parler de l'actualité avec l'annonce d'Antoine Griezmann concernant sa retraite internationale et la non-présence d'Ousmane Dembélé pour le déplacement à Londres contre Arsenal. Pour ça, je ne suis pas tout seul, je serai accompagné de Mathia, Robinson et Mathieu pour cette émission. Salut les gars. Salut Enzo. J'espère que vous êtes en forme. Je commence avec Mathia. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Griezmann qui annonce sa retraite? Ça fait un petit peu l'effet d'un choc parce que ça arrive pas après une compétition. Il était là dans le rassemblement de septembre. Comment tu vois les trucs? Comment tu vois le truc? Bah ouais, comme tu le dis, assez surpris. D'un côté, vous voyez que son chemin en équipe de France commençait à prendre une autre tournure à l'Euro. Il n'était pas très bon, il jouait pas non plus à son poste. Donc, est-ce que sa relation avec Deschamps joue sur sa retraite internationale? Peut-être anticipée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une grosse perte parce que toujours aujourd'hui, c'était un leader de l'équipe de France. Il nous fait une Coupe du Monde magnifique. À l'Euro, bon, c'était compliqué, donc difficile de dire. Mais franchement, ouais, c'est une grosse perte. Il va falloir voir comment on va le remplacer. Et Et donc toi, tu disais justement qu'il commençait à être sur le déclin. Est-ce qu'on n'a pas vu, et là je me tourne vers toi Robinson, est-ce qu'on n'a pas vu qu'il était plus à son max lors de cet Euro? Si, il a été contre-performant à l'Euro. Mais pour moi, c'est pas vraiment lié à ça, c'est plus lié à Deschamps, je pense. Je pense qu'il y a une cassure depuis cet Euro, peut-être même avant. Et il s'est dit qu'il valait mieux s'arrêter maintenant plutôt que ça se finisse mal, qu'il y ait des histoires d'embrouilles, tout ça. Je pense qu'il s'est dit j'ai envie que ça se finisse comme ça, c'est moi qui décide, plutôt que de ne plus être appelé ou quoi. Et donc, c'est un peu triste quand même parce qu'on sait qu'il veut faire la Coupe du Monde aux États-Unis depuis toujours. Bah écoute, c'est comme ça et peut-être qu'il reviendra, hein. On a déjà vu des joueurs qui prennent la retraite et qui reviennent. Ouais, moi je trouve que c'est triste toujours de voir un leader comme ça de l'équipe de France. Dans 10 matchs, ça allait être le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. C'est toujours triste de voir un joueur comme ça prendre sa retraite subitement. Après, je trouve que c'est aussi surtout une grosse perte pour l'équipe de France parce qu'on perd un joueur extrêmement créatif et comme on l'a vu là à l'Euro et même à la Coupe du Monde, même si ça s'est moins vu qu'on on est allé en finale, et je trouve qu'on perd un joueur créatif qui peut qui nous apporte justement cette créativité au milieu de terrain et on n'a pour l'instant aucun autre joueur pour le remplacer. Donc déjà triste pour Griezmann, on sait que tout le monde sait que c'était le chouchou de Deschamps pendant des années, etc. Donc triste de voir qu'il prend sa retraite un peu prématurément, mine de rien, il a que 33 ans. Donc, euh, donc voilà, et ouais, inquiet aussi un peu pour l'équipe de France de savoir comment on va le remplacer. Comment on va le remplacer. Je te laisse la parole Mathia, vas-y, tu vas ouais, je réagir. voulais revenir sur ce qu'a dit Robinson. C'est vrai que bon là, c'est sous Deschamps, il prend sa retraite. Après, on a déjà vu des joueurs prendre leur retraite et revenir. C'est le cas de Toni Kroos. Là, il avait pris sa retraite, il est revenu pour l'Euro en Allemagne. On ne sait pas si Deschamps quitte l'équipe de France. Est-ce que je sais pas si Zidane arrive, peut-être que ça peut changer. Bon, moi je suis pas sûr à 100% que l'aventure en équipe de France d'Antoine Griezmann soit terminée. Je pense que c'est plutôt une pause là et puis on verra s'il y a un nouveau sélectionneur, s'il y a un nouveau cycle qui se lance. Peut-être que on le reverra sous le maillot tricolore. D'un autre côté, j'ai l'impression que aussi, comment dire, vu que c'est un choix, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être un choix très réfléchi, vu que ça arrive subitement comme ça, avant un rassemblement de l'équipe de France, mais que pas, enfin longtemps après, il a fait un rassemblement, comme tu l'as dit Enzo, après l'Euro en septembre. Donc moi j'ai l'impression que c'est aussi peut-être un choix réfléchi et une vraie volonté. Après, effectivement, on n'est jamais à l'abri qu'il change d'avis, mais moi je vois mal Griezmann revenir ensuite subitement comme ça, surtout que on le sait, la Coupe du Monde c'est dans 2 ans, il y a encore du temps. Moi, je pense qu'en fait, il fait ça pour qu'on garde une bonne image de lui. Malgré l'Euro, l'image qu'on va garder de Griezmann, c'est la Coupe du Monde 2018, 2016, même 2022. Et je pense qu'il a eu un peu peur que ça se passe mal pour les prochaines compétitions et que en fait, ça finisse mal. Alors que là, ça restera l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et je pense qu'on peut rester sur ça pour Griezmann, quoi. Voilà, donc en tout cas, un grand bravo à Antoine Griezmann qui a quand même 137 sélections entre 2014 et 2024 et 44 buts. Donc voilà, mais on va enchaîner sur un deuxième tricolore qui a un petit peu moins de finition. On va parler d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui vient d'être écarté du groupe par Luis Enrique. Euh,
Robinson, ça vient de tomber. Quel est ton avis là-dessus? Bah, en tant que supporter parisien, ça me fait pas plaisir. On retombe un peu dans les travers de Dembélé, voilà, qui souvent, là où il passe, ça crée des problèmes. Maintenant, on sait pas vraiment le fond du truc entre lui et Luis Enrique. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il sera réintégré parce que il est quand même très important pour le collectif de Paris cette année. Sans Mbappé, c'est un peu lui la menace offensive numéro 1. Donc pour Arsenal, forcément, ça pose un problème, mais surtout, la grosse question, c'est pour la suite de la saison, comment ça va se passer. Et finalement, on a l'impression que c'est assez répétitif avec Ousmane Dembélé. Il a eu beaucoup de problèmes, pas forcément de comportement vis-à-vis de ses coéquipiers, mais surtout de retard, des problèmes de retard. Où, Samuel Umtiti le disait, il arrivait toujours en retard. Est-ce que il va bientôt avoir la trentaine? Est-ce que Ousmane Dembélé la trentaine, j'exagère un petit peu, mais ça fait longtemps finalement qu'il est professionnel et on ne retrouve pas de professionnalisme chez ce garçon, quoi. Bah, moi, je trouve ça d'autant plus dommage que là, depuis un an au PSG et en ce début de saison, là, il y avait justement aucun problème de comportement, aucun problème avec le club, tout avait l'air de bien se passer avec le coach, etc. Et là, ça arrive subitement. Ce serait donc après le match contre Rennes, là, où ils se seraient embrouillés les deux sur des choix qu'a fait Dembélé pendant le match. Et Dembélé, apparemment, aurait eu des mots qui n'ont pas plu à Luis Enrique. On le sait, Luis Enrique, c'est un coach très entre guillemets, radical. C'est-à-dire que quand quelque chose ne lui va pas, il le fait savoir de manière donc radicale. Et ouais, moi, ce que je trouve terrible, c'est que tout se passait bien. Et ce genre de problème, ça met aussi en lumière les problèmes dont on parle pour le PSG depuis le début de saison, à savoir qu'il n'y a pas de profondeur d'effectif et que là, Dembélé donc, est exclu du groupe pour des problèmes de comportement et qu'on s'interroge sur comment va jouer le PSG contre Arsenal. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus gros problème dans cette histoire, c'est que ça arrive à un moment avant un très gros déplacement, un des plus gros déplacements de la saison. Tu vas jouer à Londres sans Dembélé. Quelle adaptation tactique pour Enrique? Je sais pas. Est-ce qu'il va faire jouer Asensio à droite et mettre Kolo Muani en pointe? Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est ce que tu disais Enzo, c'est problème d'attitude. Un joueur qui doit mûrir, qui doit prendre les commandes de cette attaque parisienne après le départ d'Mbappé. Et il ne mûrit pas. Et Luis Enrique, en plus, c'est une tête brûlée. Donc, il y a souvent, ça dépend de comment il va gérer la relation, mais ça peut être un truc qui dure longtemps ou ça peut même foutre le bordel dans le groupe. Hein, on ne sait pas. Donc, franchement, faut surveiller ça. Mais c'est des genres d'attitude qu'on n'a pas envie de voir dans un club comme PSG qui doit viser l'excellence et qui doit surtout. Qui a eu beaucoup trop d'histoires comme ça par le passé. Là, il faut tourner la page avec ces problèmes. À voir. On verra ce que ça donne donc face à Arsenal sans Ousmane Dembélé. Mais donc on va se pencher plutôt même sur la grosse affiche qui était le match ce samedi le Top Spiel, comme dirait Sabatier, entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. Un match qui a été un match, je dirais, très tactique. Leverkusen a d'entrée de jeu mis en place une grosse défense. Ils n'ont pas voulu ouvrir le jeu. Finalement, ça donne lieu à un match nul. Un match un peu frustrant. Ouais, moi je trouve 20 bonnes premières minutes, 20-30 bonnes premières minutes du Bayern, où je les trouvais intéressants, assez imprécis dans le dernier geste, mais je me disais que ça pouvait y aller. Et puis il y a ce but de Leverkusen, donc de Andrich, qui leur fait très mal sur un coup de pied arrêté, qui met en lumière aussi les grosses lacunes défensives du Bayern, puisque au moment où Andrich marque, il y a 0,03 expected goals pour le Leverkusen, donc c'est vraiment inattendu. C'est la première frappe du Bayer Leverkusen dans le match. C'est ça, c'est leur première frappe. Donc c'est vraiment, ça met en lumière les lacunes défensives du Bayern. Et après, j'ai trouvé c'est ça, un match, t'as dit, assez tactique, assez fermé aussi, parce que Leverkusen, donc une fois qu'ils avaient marqué, a complètement fermé le jeu, défendu bas, etc., essayant de gêner le Bayern à la création, et ça a à vrai dire assez bien marché, puisque j'ai trouvé que Musiala a eu quelques fulgurances en première mi-temps, un rush notamment où il se fait faucher après devant la surface, mais après j'ai trouvé que le Bayern n'avait vraiment pas la solution. Et voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais moi j'ai trouvé l'attaque du Bayern assez pauvre créativement. Ouais, moi je trouve que c'est un Bayer Leverkusen assez méconnaissable qu'on a vu
Avant-hier soir, on les a pas beaucoup vus dans les transitions. Ils jouent un jeu de transition, ils repartent très vite contre-attaque. Grimaldo, Frimpong, on connaît. Fleur Herbiers qui sert. Et là, c'était compliqué. Ça repartait bas, ça envoyait des longs ballons sur Boniface. Il avait du mal à exploiter ses balles parce qu'elles sont pas forcément faciles à contrôler. Puis après, il y a aussi une bonne défense du Bayern qui a bien géré les attaques du Bayer Leverkusen. Mais ce qu'il faut peut-être penser aussi, c'est que c'est un nouveau Bayern aussi qu'affronter le Bayer Leverkusen. C'était le Bayern de compagnie, donc ça peut aussi être une adaptation tactique qui n'a pas forcément fonctionné. Mais tu vois, je trouve ça assez intéressant parce que Xabi Alonso, on a très vite compris qu'il avait assumé de ne pas se livrer, de défendre. Le Bayern, c'est quand même une équipe qui tourne bien en ce début de saison. Ils en ont planté 9 à Zagreb, même si c'est que Zagreb. Il a choisi de les couper de leur vitesse et de leur projection. Il ne voulait pas qu'ils aient de l'espace. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas eu d'espace pour créer. Et les deux seuls, on va dire, qui ont été capables de faire quelques petites choses, c'est Musiala parce qu'il a un talent hors norme. Et on a eu un petit peu Olysée, même si sur la fin de match, il s'est éteint. Et je trouve ça assez intéressant parce que Xabi Alonso, il comprend bien que le gros défi, c'est de confirmer cette saison avec son équipe. Et c'est difficile. Ils ont perdu le 3-2 face à Leipzig cette saison. On sent qu'ils ont un petit peu plus de mal à se lancer. Face à Wolfsburg, ça a été compliqué. Donc, je pense qu'il a voulu se rassurer son équipe, au moins avec un match nul. Aller chercher quand même à l'Allianz Arena un match nul, je trouve ça assez costaud. Je ne sais pas ce que tu en penses, Robinson. Je suis un peu d'accord avec toi, mais en même temps, je suis un peu déçu de cette approche tactique à ce point défensif, tu vois. Pour une équipe où il y a tellement de joueurs, c'est une équipe offensive. Les deux pistons, c'est des attaquants. T'as Wirtz, t'as Boniface, t'as Terrier, tu vois, c'est quand même une équipe offensive. Les voir défendre aussi bas et en fait, même pas arriver à ressortir le ballon. Ils l'ont sorti 2 fois dans la mi-temps. Bon, ça fait un but, mais j'étais déçu, quoi. Je me dis, Frimpong, Grimaldo, on les a pas vus du match. Wirtz, j'ai l'impression qu'il n'était pas là. C'était un peu décevant et le Bayern n'a pas profité de ça. Créait pas beaucoup d'occasions, il tournait un peu en rond. Donc un peu déçu du match en gros. Ouais, c'est un match compliqué. Mathias, tu veux réagir? Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle de la transparence d'Harry Kane. Encore une fois, dans un match qui était important, on l'attendait au tournant, il n'a rien fait. Parce que c'est bien de marquer 3 pénaux contre Zagreb, mais dans les grands soirs, on ne le voit pas. Et là encore, on l'a. Alors, ok, t'as et Nkapie et Tapsoba, c'est une bonne défense, mais bon, voilà, t'es bien entouré, t'as des mecs comme Olysée, comme Musiala qui créent parfaitement le jeu, et toi, t'es transparent tout le match. Il a même pas fait une frappe, je crois. C'est ça, si dans les grands rendez-vous on attend plus de ces attaquants-là, et peut-être que si on n'a pas eu un aussi beau match, c'est parce que même Wirtz de l'autre côté n'a pas fait grand-chose. Les stars en tout cas n'ont pas répondu présent, je trouve, dans ce match. Et puis on voit, les deux buteurs, c'est des milieux de terrain, Andrich et Pavlovic, qui envoient 2 missiles. C'est des buts magnifiques, mais on n'a pas eu, je trouve, un jeu plaisant à voir. Alors bon, effectivement, vous l'avez tous dit, c'est une adaptation tactique. Mais pour un match de Bundesliga, où on est habitué à avoir des buts et du spectacle, c'est vrai que c'était un peu décevant, ouais, comme tu as dit, Robinson. Moi, je trouve aussi que, comme tu l'as dit, Kane complètement transparent, encore plus dans un match tactique comme celui-là, où Leverkusen défend bas, et où donc il doit pleinement jouer son rôle de neuf et essayer de peser sur la défense pour créer des espaces sur les ailes, etc. Ce qu'il a, je trouve, pas du tout assez fait. Il y a même des moments où il a décroché pour aller chercher le ballon vers Olysée. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vraiment pas compris son match. Il a été transparent, comme tu as dit. Je ne sais pas s'il a fait une frappe. Et un des signes aussi de cette transparence d'Harry Kane et de cette solidité autour de sa surface de Leverkusen, c'est que le Bayern a fait 18 tirs en tout et 12 tirs de l'extérieur de la surface. Et là aussi, on sait qu'ils ont des joueurs de qualité. Alors c'est toujours dur de marquer un but en dehors de la surface, mais je les ai trouvés complètement imprécis dans leur frappe. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de précipitation dans le jeu. On a dit, à part les quelques fulgurances de Musiala et les quelques bons mouvements initiés par Olydze, j'ai trouvé ça assez pauvre et j'ai pas beaucoup aimé, je sais pas ce que vous en avez pensé, les adaptations tactiques de compagnie qui, pour aller chercher un résultat en fin de match, fait sortir Olysée, qui est le seul qui peut apporter un peu de danger peut-être avec Musiala, et fait rentrer Sané, alors qu'on sait que Sané, c'est un attaquant qui a besoin d'espace, qui a besoin de pouvoir prendre de la vitesse. Et donc, j'ai pas tellement compris ces changements-là, moi. Je rebondis là-dessus, même sur la composition de départ. Je suis pas fan du choix de Gnabry. Honnêtement, je pense que Coman, et d'ailleurs, quand il est rentré, je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent que Gnabry.
Gnabry 48e, un poteau, une barre, à l'image de ce Bayern, imprécis. Complètement imprécis. Gnabry, il n'a pas proposé beaucoup de choses. Dans le jeu, il a eu très très peu d'influence. Et finalement, ce choix-là, parmi tant d'autres, mais ce choix-là, plus que les autres, j'ai trouvé un peu une erreur de la part de Compagnie. Même si, ouais, tu veux réagir, Robinson? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que si tu veux, Coman, c'est peut-être un des meilleurs ailiers au monde contre un bloc bas. C'est-à-dire qu'il prend le ballon et sur 2 mètres, il met une accélération et il fait un centre et il répète ça tout le temps, tout le temps. Alors que Gnabry, c'est plus. Il aime bien la contre-attaque lui aussi. Là où il était le meilleur, c'était en 2020 quand le Bayern était monstrueux en contre-attaque et que chaque contre-attaque ça faisait but. Là, Gnabry, bon, il est quand même pas loin de marquer un but, il est très malchanceux. Et par rapport à Mathias sur Kane, je suis complètement d'accord. Mais en même temps, je trouve que c'est peut-être pas son jeu, lui, les blocs bas. Il aime bien quand il y a de l'espace, Kane aussi. Pour les contre-attaques avec Son, c'était là qu'il était le meilleur aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça s'explique. En Bundesliga, il n'a pas l'habitude d'avoir des blocs bas. Et bon, donc c'est triste qu'il performe aussi peu dans les gros matchs. Mais ça s'explique peut-être aussi par la physionomie de ce match-là qui est particulière. Voilà. En tout cas, on a fait le tour. À voir. Donc, est-ce que ce Bayern 2.0, est-ce que ce Bayern 2.0 peut reconquérir le titre en Bundesliga? Est-ce que Leverkusen va réussir à reprendre le fil un peu de sa saison? On verra. Et on va passer tout de suite au tour du monde. On va donc évoquer 3 matchs et on va tout de suite commencer avec Manchester United contre Tottenham. Dur pour les Mancuniens qui prennent 3-0 à Old Trafford. Deuxième défaite de suite à Old Trafford avec le même score. La dernière, c'était face à Liverpool. Manchester United n'y arrive pas, Mathieu. Non, Manchester United n'y arrive pas. Alors, plusieurs problèmes, je pense. Déjà des problèmes d'effectifs, avec un effectif qui n'est pas assez de qualité pour un club de la trempe de Manchester United, avec tout le passé et toute la gloire historique qu'on lui connaît. Avec des problèmes de coaching aussi, avec Erik ten Hag qui persiste à la tête de cette équipe depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et on ne sait pas pourquoi. Il reste là. Cet été, on pensait tous qu'il allait partir et au final, il prolonge. C'est incompréhensible, d'autant plus qu'on était face à une équipe de Tottenham qui alors a produit du jeu et a été intéressante dans les phases offensives, mais une équipe très très offensive, puisqu'Ange Postecoglou a aligné un milieu avec James Maddison et Kulusevski, qui sont respectivement plutôt un numéro 10 et un ailier, et Rodrigo Bentancur qui est un milieu assez créatif mais peu défensif. Et voilà, on l'a vu d'ailleurs, les lacunes défensives sur les quelques occasions que Manchester a eues. Ils ont manqué de réalisme, ça leur a coûté le match. Et derrière, il y a un fait de jeu qui est bon, un carton rouge de Bruno Fernandes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être un peu sévère, même si le geste est dangereux. Sévère, mais c'est l'intentionnalité qui est là, qui est réprimandée en fait. C'est qu'il tombe, ok, il glisse, mais pourquoi il va mettre sa semelle sur Maddison? Il n'y a aucune raison de faire ça, ils sont loin de leur but. Je comprends pas. Fernandes, pour moi, c'est un capitaine qui n'en a pas l'âme, qui n'en a pas l'étoffe. Aujourd'hui, dans cette équipe, je trouve qu'il n'y a pas de capitaine qui en a l'étoffe. Le seul que je vois à peu près, ce serait Martinez, mais encore. Par l'exemple, je trouve pas si bon que ça. Et ouais, pour moi, c'est une équipe qui a tellement de carences défensives. Le but sur Van de Ven, il fait un tout droit. Alors, certes, il est très rapide, il a beaucoup de qualité, mais il n'y en a pas un qui prend la responsabilité de le couper. Quitte à prendre un carton jaune, on s'en fout. Et puis Dalot qui oublie Johnson, deuxième poteau. Enfin, il y a trop de choses qui vont pas bien dans cette équipe. La défense est à la rue, ils ressortent pas un ballon. Et pour moi, le gros problème, c'est qu'ils demandent aujourd'hui à des jeunes joueurs de sortir le club d'une situation qui est dramatique. Tu demandes à Garnacho, à Mainoo, à Yoro, qu'on n'a pas encore vu, mais qui va arriver, de sortir de là, finalement, alors qu'ils ont que 18, 19, 20 ans, quoi. Enfin, ça devrait pas être à eux, si tu veux, de sortir le club de cette situation qui dure depuis presque 10 ans, depuis le départ de Ferguson. Ouais, Mathias. Pour moi, cette équipe de Manchester, c'est une équipe qui se sabote toute seule, en fait. Déjà, sur ton banc, tu gardes ten Hag. Il est pas bon. Tactiquement, en fait, on sent son équipe qui est complètement dépassée. À chaque attaque de Tottenham, ils perdent tous leurs duels. Ils ont une défense qui est super haute. Ils se font souvent couper en deux.
Et ils sont toujours en retard. Tu l'as dit, Dalot coupe son Johnson. Sur le but de Van de Ven, tout le monde dort. Et puis s'ils n'ont pas Onana au cage, ils en prennent 6. Parce qu'il faut dire que Onana, c'est le seul mec qui sauve sur ce match. Il fait son taf. Sur les buts qu'il prend, il n'a pas trop de fautes. Donc non, c'est ça. Et pourquoi tu gardes Ten Hag il fait toujours des déclarations comme s'il était un coach qui n'avait pas de danger. Enfin, je sais pas, on comprend pas tactiquement, on voit pas où veut aller Manchester United. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de patte, Ten Hag. On voit rien, ça fait 2 ans. Il a pu avoir des joueurs dont il souhaitait. Anthony, ils ont mis 100 millions. Il y a plein de joueurs, il a eu plein de joueurs. Je veux dire, là, ils vont encore chercher Ugarte, ok, 50 millions, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, mais comment tu veux t'intégrer dans une équipe qui ne fonctionne pas de base? C'est compliqué, hein, je sais pas ce que tu en penses, Robinson, mais... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment triste comme match, en fait. Ils étaient complètement dépassés dans tous les secteurs du jeu. Ils n'arrivaient vraiment pas à ressortir un ballon, mais du tout. Ils dépassaient pas la ligne médiane. Ils ont eu une attaque de Garnacho et encore, ils glissent au moment de la frappe. En fait, tout était à l'image de la situation du club. C'était vraiment la catastrophe à tous les niveaux. Et le carton rouge de Bruno, qui était le seul qui arrivait un peu à sortir le ballon, ça les a complètement fait couler. Et là, pour Tottenham, c'était trop facile. 11 contre 10 contre une équipe complètement apathique, qui était dépassée à chaque action. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil vers la 60e, là, où ils ont un peu essayé au de moment frapper des changements, au but, ouais, mais, c'est ça, mais- mais c'est tout, quoi. Y a pas... Moi, comme tu l'as dit, Balma, surtout sur Bruno Fernandes, quand même, tu as dit que c'est un capitaine qui n'en a pas à l'étoffe. Je veux dire, t'es capitaine de ton équipe, t'es leader de ton équipe, t'es mené 1-0, tu vis un match compliqué et tu fais ce geste-là que tu sais dangereux et complètement inutile. Je trouve vraiment que c'est à l'image de Bruno Fernandes et de son début de saison qui est très très compliqué parce qu'on le sait que c'est un très bon joueur de football qui a des qualités techniques incontestables, bien sûr, mais que ce mec-là soit censé être le leader de ton équipe et ton capitaine, je trouve que c'est vraiment un symbole du déclassement de Manchester United et de à quel point le club va mal. Ouais, c'est sûr. Bon, on va retourner sur une note un peu plus positive. Parlons de Tottenham, qui est quand même une équipe emballante en ce début de saison, qui se cherche encore un petit peu. Mais Ange Postecoglou, qui est le coach, c'est le football total. C'est vraiment le football total. Comme tu l'as dit, Mathieu, un ailier et un 10 dans un 4-3-3, c'était très, très, très osé. Ouais, il y a eu des petits problèmes en début de saison, notamment au poste de numéro 9, parce que Solanke était blessé. Et donc il y avait un peu des questionnements sur comment devait jouer Tottenham, etc. Et il y avait surtout des gros problèmes à la finition. Et là, depuis quelques matchs, ça va mieux. Il y a eu le 3-0 contre Karabag c'est la semaine dernière en Europa League, qui a fait du bien, parce que c'est un match où que Tottenham a joué quasiment intégralement à 10, et où ils ont quand même réussi à gagner 3-0. Certes, c'est un adversaire de Karabag très moyen, pour pas dire autre chose. Et aujourd'hui, encore une victoire qui te fait du bien. Encore, bien aidé par le carton rouge de Bruno Fernandes, certes. Maintenant, il y a quand même des grosses lacunes défensives, je trouve surtout. Je trouve que Manchester United a certes réussi à produire assez peu de jeux, mais il y a eu quand même de la passivité défensive sur la frappe de Garnacho sur le poteau. C'est des actions et c'est des erreurs qui coûtent toujours à Tottenham des matchs et des points dans la course à l'Europe et au titre, même si on sait qu'ils ont un peu de mal avec ça. Mais c'est sûr qu'on sent que Postecoglou est un jeu très porté sur l'attaque, sur la projection, sur la transition. Mais je pense qu'il ne va pas falloir quand même oublier qu'il y a deux côtés du terrain et que Rodrigo Bentancur, il ne peut pas gérer tout le milieu de terrain sur la transition Romain-Son. Pour moi, Postecoglou, il fait un pari un peu risqué, c'est on va marquer plus que l'adversaire, quoi. C'est-à-dire, les trois milieux, il y en a deux, c'est offensif, voire des attaquants. Et Bentancur, c'est pas non plus le milieu défensif auquel on penserait pour un 6, quoi. Donc, c'est un peu risqué. Là, ça marche parce que c'est Manchester United qui est vraiment très très faible depuis cette année, quoi. Mais j'ai peur que quand... On l'a vu, ils ont perdu contre Arsenal, par exemple. J'ai peur que quand ce soit des plus grosses équipes qui faillent défendre, ça soit plus compliqué. Peut-être qu'il ne mettra pas la même compo, j'imagine, mais ça va être plus compliqué quand même. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne opération parce que tu bats un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Ok, Manchester United, c'est pas. Mais c'est une équipe qui va faire des victoires contre des Crystal Palace, contre Fulham. Des fois, ils vont prendre des points et ils seront là. Et là, tu les bats, c'est bien. Comme tu l'as dit, ils ont perdu le derby. Ça, tu te relèves de la défaite. Et puis. Tu te redonnes confiance parce que, ok, c'est un petit Manchester United, mais tu gagnes 3-0 là-bas.
c'est bien pour la confiance. Il y a Solanke qui marque, ils sont payés très cher, donc c'est bien s'il prend confiance, s'il marque dans les gros matchs. Donc, bilan de ce match, moi je trouve que c'est une bonne opération pour Tottenham, très bonne même. Et ça doit servir de référence pour le reste de la saison. Exactement, donc ouais, comme on l'a dit Tottenham, donc on va voir, hein, je pense qu'ils peuvent viser la 4e place, ça va être intéressant, à voir si Manchester United peut sortir ce bourbier. On va enchaîner nous avec le deuxième match, il avait lieu hier soir, c'était entre le Real Madrid et l'Atlético. On s'est ennuyé, hein. On s'est bien ennuyé quand même, hein. Pour moi c'était un peu la caricature ces dernières années d'un match moyen de Liga, où il y a des passes, il n'y a pas beaucoup de tranchants, c'était très 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 long. Mathias. Bah ouais, c'est ce que je voulais dire, hein, c'est qu'on a vraiment assisté à un match de foot espagnol, ça tourne, ça te fait bien tourner la balle. Mais c'était pas. Franchement, en première mi-temps, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes. Atlético défend bien, le Real ne construit pas de la très bonne manière. Ça percutait peu sur les ailes. Et puis après, bon, bah, tu as ce but de Militao qui vient d'un coup de pied arrêté. Ouais, c'est ça. C'est au sortir d'un coup de pied arrêté, Ouais, il est tout seul, deuxième poteau, il a le temps de Ouais, voilà. contrôler, C'est frappe. Vinicius qui centre et bon, ça rentre. Et puis après, il y a eu l'arrêt du match. Il a été interrompu pour des projectiles sur Thibaut Courtois. Et puis tu as l'entrée de Samuel Lino côté Atlético. Je trouve qu'elle a fait une bonne différence. Ça a apporté beaucoup de dynamisme à une équipe qui n'en avait pas. Surtout sur le côté, il a fait mal à Carvajal. Et puis après, bon, cette égalisation de Correa à la toute fin, Rudiger qui dort. Et puis bon, bah, tu te sauves. Mais globalement, c'était pas un gros derby. Et ce qu'on va retenir de ce match, c'est l'interruption à cause de Thibaut. Enfin, à cause des projectiles sur Thibaut Courtois plutôt qu'un football intéressant. Ouais, c'est sûr. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais, Mathia. Samuel Lino rentre, André Correa rentre. Mathieu, est-ce que finalement, mettre des attaquants, c'est pas une idée pour marquer des buts, finalement? C'est ce qu'il faudrait dire peut-être à Diego Simeone. On le sait, ça a marché pendant des années à l'Atlético, le cholismo. Mais là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, c'est plus compliqué pour Simeone. Il arrive moins à instiguer cet esprit défensif à ses joueurs. Je trouve la défense de l'Atlético de moins en moins solide, qui se repose parfois même trop sur Jan Oblak, qui est encore monstrueux encore aujourd'hui. Du côté du Real, je trouve qu'il y a eu aussi quelque chose qui m'a gêné, c'est le manque d'adaptation tactique de Carlo Ancelotti. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai souvent à lui reprocher. Par exemple, hier soir, j'aurais aimé plus voir un Arda Güler, par exemple, face à un bloc bas, un joueur plus créatif. Quand tu as des problèmes sur les ailes, etc., bon, bah, tu peux essayer de t'adapter et faire entrer un joueur qui est intéressant, comme ça, comme Arda Güler. Je trouve qu'il y a trop peu d'adaptation tactique entre les matchs chez Carlo Ancelotti. Et ouais, Diego Simeone aussi, c'est compliqué. Je pense qu'il il y a, comment dire, il y a peut-être une philosophie de jeu qui est dépassée chez Diego Simeone et qui marche plus dans le football d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas Il a gardé la même mentalité, la même philosophie de jeu, alors qu'il joue. Enfin, ça marchait quand il avait les Diego Godin, Miranda, Felipe Luis, et puis des mecs des Carrascola. Si on regarde l'effectif de l'Atlético, il a rien à voir avec celui de 2016, 2018, et ça se ressent dans le jeu. C'est pas. Il y a des joueurs qui sont restés, mais ils ont plus le même rôle. Et même tactiquement, c'est plus pareil, je trouve, qu'avant. Et il a du mal à changer. Est-ce que tu changes de coach pour changer de cycle complètement ou pas? Et il a depuis très longtemps, donc on sait qu'il est attaché au club. Mais il y a un truc à changer, en tout cas, pour revenir vraiment au niveau et essayer de gagner des titres, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis pas fan de Simone qui aucune adaptabilité. Il recommence à mettre des joueurs comme Alvarez sur le côté dans un 4-4-2. C'est pas du tout son rôle, quoi. Alvarez, il était tout seul contre Militao et Carvajal tout le match. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et ouais, voilà, il attend la 80e pour faire rentrer un attaquant. À la mi-temps, il fait rentrer Koké pour essayer d'aller marquer un but. C'est un peu caricatural de Simeone avec un but de Correa dans les arrêts de jeu où il s'arrache. C'est un peu triste qu'il évolue jamais, quoi. Qu'il ait toujours la même mentalité. Maintenant, mine de rien, ça marche, hein. Il podium de Liga tout le temps. Ils font toujours un parcours en Ligue des Champions, donc il n'y a pas de raison qu'il change. Et puis il a l'air d'avoir la confiance des dirigeants et de ses joueurs, donc je pense que c'est pas prêt de changer.
Mais c'est ça, en fait, avec l'Atlético, moi, ce que je vois de Simeone, c'est que c'est un jeu, je pense, qu'en Ligue des Champions, en match à élimination directe, ça marche. Ça marche parce que c'est sur 2 matchs. Tu fais ça sur toute une saison, il y a des matchs, ils font ça, le même plan de jeu, hein, contre le Celta Vigo. Ça, c'est pas possible, tu vois. Mais bon, je vais laisser Simeone et l'Atlético de côté. Et on va passer un peu plus sur le Real. Comme tu disais, Mathieu, premier changement d'Ancelotti hier, 86e minute. Hier, il met Fran Garcia et Vasquez et il sort Modric et Rodrigo, ce qui veut dire qu'il finit à 6 en défense. Ce qui montre, si tu veux, pour moi, le non-match, quoi. Ils ont pas eu envie d'aller de l'avant. Alors, on l'a pas dit, il n'y avait pas Mbappé. Moi, je trouve que ça a manqué dans la profondeur. Il a clairement manqué dans l'axe. Il est blessé, hein, il est absent au moins 2-3 semaines, je crois. Et du coup, ouais, un Real, pour moi, qui ne mérite que ce qu'il a, un match nul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathia. Ouais. Aussi, juste pour revenir sur les absences, Brahim Diaz, qui a un profil qui, dans un match fermé, dans un petit espace, peut t'apporter quelque chose, blessé aussi. Donc c'est juste ça que je voulais rajouter parce que ça joue aussi. Et puis ouais, sur les changements, je n'ai pas trop compris l'idée de mettre une défense, de finir à 6 en défense, tu te prends dans le dos comme ça sur un long ballon. C'est. Mais j'ai pas bien moyen. compris parce que l'Atlético était pas plus menaçant que ça en fin de match. Je comprends que tu vas finir à 5, mais à 6. Et forcément, tu te fais punir. Et tu te fais punir bêtement, voilà. En fin de match, il y a un mauvais geste de Marcos Llorente qui prend rouge et bien mérité le rouge d'ailleurs. Mais ouais, non, au sortir d'un match un peu soporifique, quoi. Moi, je trouve ça, ce que je trouve dommage, surtout chez Carlo Ancelotti, c'est que j'ai l'impression qu'il se repose trop sur la qualité de son effectif, la qualité à la fois individuelle et l'entente collective. Donc c'est très bien, hein, ça lui a apporté une Ligue des Champions l'année dernière, etc. Mais des fois, quand ça marche pas, il faut aussi reconnaître que ça marche pas. Et hier, et en ce début de saison, force est de constater que on n'a pas l'impression que cette équipe du Real prenne très bien. Donc voilà, à suivre. Voyons s'il y aura des adaptations dans l'avenir. Ce que je trouve aussi compliqué pour Carlo Ancelotti, c'est qu'avec un effectif très très fourni en attaque, comme on l'a dit, avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham qui joue maintenant 10, donc qui peut être considéré comme un joueur offensif, et aussi des jeunes Arda Güler, Brahim Diaz comme tu l'as dit, et Hendrik. Je trouve qu'il a un effectif très fourni, mais j'ai l'impression qu'il s'adapte assez peu. Il fait toujours rentrer Hendrik à peu près en fin de match. Après, hier, c'est un match important, donc un peu normal qu'il aligne au début un 11 assez classique. Mais voilà, j'ai trouvé dommage qu'il ne s'adapte pas. Je l'ai dit, qu'il ne fasse pas rentrer un Arda Güler, même un Camavinga. Un Camavinga, ouais, même un Hendrik. Hendrik est rentré, mais il rentre trop tard. Il Oui, rentre à la c'est ça. 86. C'est le problème. Il fait d'ailleurs une sacrée frappe. Ouais, son classique là, Ouais. il a une frappe, Hendrik. Frappe de loin. C'est quelque chose. C'est assez impressionnant. Et voilà, donc à voir, à suivre ce Real, mais assez peu optimiste, pour pas dire autre chose, sur ce début de saison du Real. On va passer au dernier match de ce tour du monde. City Cal, ils ont fait match nul à St James Park, 1-1. On sait que c'est toujours un stade dans lequel c'est compliqué d'aller chercher des points. Romasson, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match qui était un petit peu difficile, poussif pour City? Je trouve que Newcastle a vraiment bousculé Manchester City, avec un pressing notamment où ils les ont vraiment étouffés, alors qu'il faut le faire pour étouffer City de Guardiola. Ils mettent forcément, quand tu as Guimarães, Tonali, Joelinton, tu mets de l'impact au milieu. Et ça a vraiment dérangé les Citizens, qui ont eu vraiment beaucoup de mal à manœuvrer contre Newcastle. Maintenant, Newcastle n'a pas été non plus hyper dangereux, je trouve. Il y a Gordon qui essayait un peu, mais ça manque. Murphy, il est droit, ça manque un peu de qualité technique et de créativité. Mais on voit que cette équipe de Newcastle, elle est toujours capable de déranger les grosses équipes. C'est leur marque de fabrique, ils arrivent à bouger tout le monde. Et City, un peu déçu. Je les trouve moins impressionnants encore cette année. Gvardiol est devenu un attaquant exceptionnel, je ne sais pas comment, mais... Il tire, il marque. Mais même l'enchaînement est magnifique. Et à part ça, City un peu décevant. Grealish
qui joue encore, je crois, 80 minutes sur le match. Ouais, c'est important de le rappeler. Guardiola avait fait tourner sans doute avant pour la Ligue des Champions. On avait Rico Lewis titulaire, Bernardo Silva qui était là, même s'il est souvent là, Grealish titulaire, alors que c'était plutôt Savigno et Doku. Enfin voilà, il avait fait un petit peu tourner. De Bruyne n'était pas titulaire non plus, ni Foden. De Bruyne est blessé, hein, donc forcément City sans De Bruyne et Rodri, c'est pas la même équipe. Et je trouve que il va falloir qu'ils trouvent comment les remplacer parce que ça peut vraiment poser problème au milieu de terrain si t'as pas De Bruyne pour la créativité et Rodri pour l'équilibre. Ça peut vraiment être compliqué pour la Ligue des Champions. Ouais, moi je trouve que c'est que comme tu dis, c'est de là la perte de Rodri surtout qui est une perte énorme pour, comme tu l'as dit, l'équilibre de City. Et effectivement, quand t'as pas De Bruyne, on voit que c'est un peu, en fait, c'est lui qui fait le liant entre tous ces joueurs offensifs, parce qu'on sait que Guardiola joue quasiment en phase offensive, quasiment avec 2 défenseurs, voire 1. Tout le monde sur le front de l'attaque. Donc, quand t'as pas De Bruyne, exactement, pour faire le liant entre tous ces ailiers, ces neufs, ces faux neufs, etc., ces numéros 10, c'est compliqué. À voir si sur la durée, on sait que De Bruyne c'est un joueur qui se blesse en plus assez souvent, donc à voir si ça leur pose pas problème cette saison. Et effectivement, comme tu l'as dit, je suis aussi assez peu enthousiaste sur cette saison de Manchester City, sur ce qu'ils ont montré pour l'instant, même si je trouve que Erling Haaland par contre est revenu en grande forme. La saison dernière il avait déjà fait une énorme saison évidemment, hein, mais pour ses standards on disait que c'était un petit peu moins bien. Et là, vraiment un début de saison en grande pompe, comme on a pu le voir par le passé. Ouais, Mathieu, tu veux rajouter un truc, ouais? Ouais, c'est un truc un peu banal, mais juste ça fait perdre des points pour la course au titre. C'est mathématique. C'est très tôt d'en parler, mais c'est sûr que tu gagnes pas des matchs comme ça en PL, c'est chaud, hein, faut toujours gagner. Tu as des équipes qui ont fini deuxième à 97 points, donc tu sais que des fois, il faut vraiment que tu ne lâches aucun point en route, et là tu fais 2 nuls d'affilée, dont un contre Arsenal, donc ça se comprend. Mais je les sens un peu en difficulté des fois. Là, ils font match nul contre Arsenal, ils arrachent le nul à la toute fin, hein. Va falloir voir si la blessure de Rodri c'est un vrai problème ou pas pour eux cette saison. Je sais pas si en janvier ils feront un coup ou pas, mais je vois pas qui tu peux prendre de l'envergure de Rodri en janvier. T'en auras pas de l'envergure de Rodri. Ouais, c'est voilà. le meilleur à son poste depuis Ouais, 2 ans. Ouais, et puis je vois pas City mettre 70 millions sur un mec comme ça. Et puis, heureusement que tu allais reprendre Gundogan, même si c'est pas le même poste. Tu as de la présence au milieu de terrain qui est importante, tu as un leader. Mais faut comprendre, va falloir voir au bout de 5, 6, 10 matchs, j'en sais rien, voir si Rodri c'est très grave ou si Guardiola va réussir à trouver une solution. À voir comment cette équipe de City va évoluer, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. On va s'attarder maintenant et on va se pencher sur le focus. On a décidé de faire le focus cette semaine sur Cole Palmer. Et pour cause, 4 buts en 20 minutes en une mi-temps. C'est du jamais vu. C'est le premier homme à mettre 4 buts en Première Ligue en une mi-temps. Que dire de ce phénomène qui est Cole Palmer, Mathieu? Impressionnant. Franchement, si on nous avait dit, je pense il y a 2 ans, que Chelsea c'était une excellente idée de mettre 50 millions sur Cole Palmer et que c'est peut-être le meilleur achat de leur histoire, je sais pas si beaucoup de monde y aurait cru. C'est impressionnant de à quel point il est décisif, et de créativité aussi, de son apport dans le jeu. C'est vraiment pas d'autre mot qu'impressionnant. C'est dans une équipe de Chelsea où on le sait, ils ont vécu une saison dernière assez compliquée, etc. Avoir ce joueur-là, je pense que c'est un rayon de soleil pour les supporters des Blues. Ouais, moi ce que je veux te dire, c'est que on va dire que je suis négatif, mais le seul truc de dommage dans ça, c'est que j'ai l'impression qu'il est tout seul en fait à Chelsea. Il fait tout, il tire les pénaltys, il tire les coups francs, bon ça à la limite, mais tout part de lui, et je me dis, il est tellement fort, s'il est plus là, je sais même pas comment Chelsea peut faire quoi que ce soit. Je trouve que Chelsea a progressé. Honnêtement, Madueke, j'ai été très séduit face à Brighton. Il a fait un très bon match. Sancho, je demande à voir, mais même Jackson a progressé. Alors, il fait pas le match de l'année, hein, mais il a progressé. Il marque un peu plus souvent, il est un peu plus tueur. Par contre, moi, celui qui me séduit pas, c'est Sanchez, quoi.
Ouais, Sanchez, un peu de mal, quoi. Bah, sur les 2 buts, il est fautif. Très hein. très compliqué. Ouais. Mais pour en revenir à Palmer, parce que c'est quand même le sujet, c'est sûr que c'est un joueur, on le voit, c'est comme des Moussiala, ils ont la trempe des grands et une qualité technique hors pair, hein, Romasson. Moi, je suis juste bluffé par Cole Palmer. Je sais pas où il peut s'arrêter en fait. Là, il est reparti sur des statistiques affolantes encore, comme l'année dernière où il est deuxième meilleur buteur et je me demande s'il n'est pas meilleur passeur aussi. Ouais, il est à 6 buts en première ligue et 4 passes décisives, là. Voilà, en 6 matchs. Donc il est juste impressionnant. Hâte de le voir quand ce sera la Ligue des Champions. Et moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il, comme toi Enzo, Chelsea a progressé cette année. C'est pas encore parfait, loin de là. Mais mine de rien, maintenant il commence à avoir un sacré effectif à force d'acheter tout le monde. Et puis offensivement, il y a vraiment, ils s'entendent bien maintenant avec Madueke, avec Sancho, encore à voir comme tu dis, mais c'est plutôt prometteur. Jackson, il commence à être installé vraiment en tant que buteur. Maintenant, derrière, j'ai plus de mal. Sanchez, pas convaincu du tout. Les 2 buts sont de sa faute, en fait. Ouais, globalement, ouais. Et puis, Fofana, Colwill, ça va, mais Cucurella, je suis pas sûr que contre un vrai ailier, ce soit efficace. Ouais, un petit problème de défense, mais offensivement, Chelsea, c'est fort. Et Cole Palmer est juste un des meilleurs joueurs du monde, donc c'est important dans une équipe d'avoir le meilleur joueur du monde, quoi. Ouais, et puis il faut souligner ça. Moi, je trouve qu'il y a une vraie polyvalence. Sur le 4e but qu'il marque, il met un but de 9, vraiment. Il fait un appel dans le dos de la défense, il coupe la frappe directe, premier poteau. Il a une qualité de frappe parfaite. On le voit sur son coup franc, c'est juste un bijou. C'est un très bon passeur, il dribble bien. Il est pas rapide, mais il compense tout par un bon placement, par une bonne vision de jeu. De l'intelligence de jeu, tout simplement. Tu sens que le gars, il a un QI footballistique qui est au-dessus de la norme. C'est-à-dire qu'il sait quand se placer, où se placer, et il en met 4, il y a un poteau. Ça passe juste à côté. Il a ce côté tueur. Il n'a pas raté un penalty, si je dis pas de bêtises, hein, depuis la finale U19 ou U17 contre Liverpool en Cup. C'est rien en professionnel. Il a rien raté, comme le dit Rob. Il a ce côté tueur. Alors il a pas beaucoup de charisme, il dégage pas grand chose, mais par contre sur le terrain, c'est un sacré joueur. Et il aurait pu en plus rajouter, je sais pas si vous avez vu une passe D, avec cette passe pour Nicolas Jackson qui rate l'action, mais la passe est indécente. C'est quelque chose il est au milieu de terrain et il envoie une ogive devant pour Nicolas Jackson qui malheureusement rate. Mais voilà, c'est un 1-1. Et en fait, il est, comme tu dis, Mathias, ce qui est impressionnant chez lui, c'est sa polyvalence. C'est qu'il a à la fois un instant de tueur, de buteur, il marque énormément. Et une créativité qui est folle, qui rappelle celle de un peu toute cette nouvelle génération, avec Moussiala, Wirtz, des joueurs comme ça, même Arda Güler, même si c'est un cran encore un peu en dessous, il est encore un peu jeune. Un peu tous ces nouveaux joueurs, ces nouvelles pépites, comme on dit, qui sont tous un peu des numéros 10 assez créatifs, comme on en avait assez peu vu depuis quelques années. Et on voit aujourd'hui un peu le retour de ce type de profil de numéro 10 créatif. Ouais, moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Robinson sur les grands soirs. Il vous disait, j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions. Moi je suis sûr qu'il va bien faire. Finale de l'Euro, il rentre, première balle qui touche, il envoie un but parfait. Une frappe millimétrée, il bat Unai Simon, facile. Il remet l'Angleterre à égalité. Non, franchement, moi ce mec-là, il a une audace et comment le dire de manière polie. Ouais, il porte. Il a les tripes, quoi. Ouais, voilà, ça, il a les tripes, il a pas peur, il a peur de rien, il y va à fond et puis juste il tente quoi, des trucs. Puis ce qui est fou, c'est qu'il est vraiment sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il passait d'un jeune un peu prometteur à City à une star mondiale à Chelsea aux premières saisons, c'est le meilleur joueur de première ligue presque. Et là, il est reparti comme pareil que l'année dernière, quoi. C'est bluffant, quoi. On a presque jamais vu ça. Ce qui est dingue, c'est que ouais, tu te dis si Chelsea l'achète 50 millions. Et sur le coup, je pense que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font encore Chelsea, tu vois? Pourquoi ils mettent encore 50 millions sur quelqu'un? Parce qu'on sait que c'est un club qui est, surtout ces derniers temps, très 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 dépensier. Et 2 ans après, en fait, tu te rends compte que c'est peut-être le meilleur achat de leur histoire, quoi. Guardiola doit s'en mordre les doigts, je pense. Ouais, je peux pas. Il voulait pas qu'il parte. Ouais. Il voulait pas qu'il parte. Cole Palmer voulait jouer, ça il faut le dire, c'est sûr. C'est Cole Palmer qui voulait du temps de jeu. Exactement. Et ils ont refusé qu'il parte en prêt. Parce que Guardiola le voulait dans son équipe, mais
il ne lui promettait pas un temps de jeu comme pouvait lui promettre Chelsea. Donc finalement, ils ont décidé de le vendre et bien mal leur en a pris parce qu'il est en train de leur prouver qu'il fallait le garder. Mais peut-être qu'à City, ça n'aurait pas marché avec un mec comme Phil Ouais. Foden qui a sa place. tu Sans sais doute, pas, hein. mais ils ont un profil très similaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu à l'Euro, c'est que Foden aurait dû être sur le banc et lui sur le terrain, en fait. Ouais. On l'a vu sur toutes les minutes. C'est... Surtout qu'à Chelsea, là, il a une, on va dire, même s'il est très bien entouré autour, on l'a dit, il y a des associations qui peuvent être prometteuses. Il a une liberté qui est énorme, qu'il aurait peut-être pas eu à City, qui joue très différemment de Chelsea, et où il y a, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le front de l'attaque, il y a 8 joueurs sur 10, quoi. C'est dingue. Donc, moi, je pense que c'est peut-être même même si on sait qu'à City, peut-être qu'il aurait gagné des titres, etc., plus de titres qu'à Chelsea. Pour lui, je pense, et pour sa carrière, c'est une bénédiction d'être parti à Chelsea parce que ça lui offre une liberté et aujourd'hui une liberté de jeu qui est dingue, quoi, qui lui permet d'exploser totalement à la face du monde. Bah, de toute façon, à Chelsea, ils ont vite compris. Hein. Ils lui ont donné les clés du camion. Hein. Ils ont leur milieu de terrain. Le milieu de terrain, il est très très prometteur. Avec Palmer en 10, qui se balade un peu comme un électron libre. Derrière, tu as Fernandez et Caicedo. Caicedo, j'attends de voir encore un petit peu, mais c'est très très prometteur. Tu as mis beaucoup d'argent sur ce milieu de terrain, mais à terme, attention, ça peut être un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue d'ici 2 ans. Hein. Moi, Chelsea, honnêtement, ça peut jouer déjà la Ligue des Champions. Ça peut faire 4e cette année, je pense. Même s'ils auront peut-être un peu des creux. Mais ce côté-là où, s'ils jouent, et c'est important, vous le savez mieux que personne, qu'au PSG, c'est avec la continuité que tu crées quelque chose. S'ils ont un peu de continuité, dans les années à venir, ils peuvent être dangereux et c'est bien cet homme, c'est bien Cole Palmer qui peut les lancer vers des titres. Hein. On va pas se cacher. Hein. Totalement d'accord avec toi. Quelque chose à rajouter, les gars, ou pas? Non? Franchement, tout a été dit, je crois, sur le joyau qu'est Cole Palmer. Bah merci en tout cas les gars, c'était une belle première émission, j'espère que ça vous a plu. Globalement vous aurez vu le format un peu qu'on va proposer, on va même peut-être proposer ensuite des podcasts hors thème, enfin pas hors thème mais hors sujet, hors série, ouais je cherchais le mot, merci. Et voilà, en tout cas merci Mathieu, merci Robinson et Mathia, c'était Enzo et je vous laisse l'antenne.